sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Et lui, c'est une petite tarlouse. Vas-y mon petit. J'appelle ça me faire enculer. Voilà. C'est pas touché. C'est pas touché. Voilà. Maintenant, il faut le laisser évolutionner. C'est une réflexion qui doit beaucoup réfléchir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouveau décrassage, avec au programme cette semaine et donc ce soir la retraite de Sir Alex Ferguson, Fergie qui s'en va. À 71 ans, il a bien le droit, donc remplacé par David Moyes d'Everton. On parlera aussi Coupe de France, trophée UNFP 2013. Une petite page Ligue 1, on finira par un tour d'Europe des classements pour voir un petit peu donc les champions et les places, les accessites qu'il y a après. Autour de la table avec moi ce soir pour décrasser l'actualité, Julien Ricotta. Salut Julien. Salut à tous. Il revient après quelques semaines d'absence, François Delancre. Salut François. Salut tout le monde. Lui par contre il est toujours là et heureusement que serait-on sans lui. Salut Jérémy. Bonsoir Sir Luc Barr. Sir Luc Barr, ouais, ça c'est pas trop mal. Maxime à côté de lui, salut Maxime Maguet. Salut. Et enfin le dernier, Benjamin Lelombe. Salut Benjamin. Bonsoir messieurs. Sans plus attendre, l'info de la semaine, c'est la retraite de Sir Alex Ferguson à 71 ans. Arrivé en 1986 à Manchester. Que dire sur sa carrière? On en parle déjà comme possible meilleur entraîneur de tous les temps. Meilleur entraîneur, ouais, oui. C'est dans la liste, mais c'est sans doute le plus grand manager de ces 20 dernières années. C'est le plus talentueux, en tout cas au niveau du meneur d'équipe, meneur d'hommes. Il a réussi à sortir des tas de joueurs. Il a révolutionné United quand il est arrivé. Il a surtout révolutionné le monde du foot dans la façon d'appréhender le management avec les joueurs. Tous les joueurs qui passent avec Sir Alex le disent. C'est un homme exceptionnel qui les a fait progresser d'une manière inouïe. Laurent Blanc l'a dit. Cristiano Ronaldo a rendu hommage à celui qui est comme un second père pour lui. Beckham l'appelle le boss, patron. Le boss. Vraiment, c'est le plus grand de ces 20 dernières années, c'est certain. En tout cas en Angleterre. Après, le meilleur entraîneur de tous les temps, je sais pas. Il y en a d'autres aussi, mais il a révolutionné en tout cas la façon d'entraîner une équipe de football. Mais il a peut-être pas révolutionné le foot. Non, la façon d'entraîner une donc équipe. après, c'est pour ça que ça se discute. Mais oui, il y a rien à dire. On peut que lui tirer un grand coup de chapeau. Je suis pas trop pour moi qu'on fasse des comparaisons meilleures de tous les temps, pas meilleures, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un modèle de fidélité à Manchester United. Quand on parle de ce club, on pense nécessairement à Ferguson. Il a marqué de son empreinte le club sur la durée. Il a construit un véritable projet et c'est vrai que c'est remarquable. Quand il est arrivé, United était pas terrible, c'était pas une grande équipe d'Angleterre. C'est surtout qu'il les a montés au sommet et qu'il les a fait perdurer. Et là, il part sur le titre de champion d'Angleterre. Alors même si en Ligue des Champions ça s'est pas très bien passé contre le Real, c'est tout à son honneur et c'est une très belle carrière qui est récompensée par ce dernier titre. Ouais, parti au bon moment, messieurs. C'est peut-être bien. Là, il est encore en haut et il se fait vieux, donc je trouve ça pas mal moi, le timing en fait. Oui, bien sûr, c'est le bon moment. Il a 71 ans, quoi qu'on en dise. Il est en fin de carrière. Il voulait finir en haut. Il pourrait difficilement finir plus haut si ce n'est sur une Ligue des Champions. Pour revenir à savoir si c'est le meilleur entraîneur ou pas de tous les temps, je pense que pour qualifier un entraîneur, il faut regarder son palmarès et puis il faut regarder aussi comment il gère les hommes. Le palmarès de Ferguson parle pour lui-même. Je crois que c'est 38 titres en 26 ans. Donc 48 si on rajoute ceux d'Écosse avant quand il était à Aberdeen, mais 38 titres à Manchester. Et il faut aussi voir la manière dont il gère les hommes. Il a quand même eu sous sa coupe des joueurs comme Eric Cantona, des joueurs comme Ryan Giggs ou Paul Scholes, de gros caractères, Roy Keane aussi, Cristiano Ronaldo, il a su les gérer pour en tirer le meilleur et c'est aussi ça qu'on reconnaît un grand entraîneur. Non, clairement, mais après sur le timing, est-ce que c'est le bon? Je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment surpris de cette annonce. Il y avait aucun signe précurseur de sa retraite. Il va se faire opérer de la hanche, mais c'est pas une grosse opération. Apparemment, sur ce qu'on entendait, c'est aussi qu'il a du mal avec la nouvelle génération et qu'il aurait été très marqué par les problèmes qu'il a eu avec Wayne Rooney récemment et que ça l'a poussé à partir. Mais je pense qu'il aurait pu encore emmener cette équipe plus haut parce que... Ouais, mais peut-être plus bas aussi. Donc, je sais pas. Finir sur un titre, c'est... Non, franchement... Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il aurait peut-être pu finir avec un titre en Coupe d'Europe ou aller plus loin en tout cas. Et je m'attendais à ce qu'il rempile pour au moins un an. Après, on n'est pas dans la tête de Ferguson, mais Julien a peut-être soulevé le problème principal avec la différence d'âge avec les joueurs. Maintenant, c'est quelqu'un qui a près de 50 ans de plus que ses joueurs. Est-ce qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde? Il est sans doute plus sur la même longueur d'onde. Les relations humaines sont sans doute plus les mêmes que quand il a commencé il y a 25 ans. Et peut-être qu'il y a peut-être un trop plein pour lui, même si c'est toujours un fin tacticien, un bon meneur d'hommes. Il sent peut-être que c'est l'heure d'arrêter, c'est tout. Ouais, non, mais si on reprend, vous parliez tout à l'heure donc des trophées glanés par
par Ferguson. Au total, c'est 38 titres donc à Manchester. Ce sont 13 championnats, 2 Ligues des Champions surtout. On se souviendra en 99 contre le Bayern et en 2008 contre Chelsea. Voilà, il a créé carrément le palmarès de United, une petite pas créé, c'était mais il a, dans les années 60 et fin 50, 60, c'était une bonne mais équipe. c'est surtout qu'il a réussi à faire que Manchester United dépasse Liverpool. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, il l'a créé au sens où, quand il est passé à United, United est passé devant Liverpool dans cet intervalle de Ferguson. Au nombre de titres gagnés, remportés 20 contre 18, donc voilà, dont 13 pour Ferguson. Donc c'est ça quoi, c'est hallucinant tout simplement quoi. Oh, c'est du jamais vu. Surtout que Liverpool, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un Depuis titre? 89, ouais, parce qu'en 2001, ils ont la coupe de l'UEFA. Ils avaient gagné Le double avec la coupe, non? Ils avaient fait le triplé. Ouais. Depuis 86 et l'arrivée de Ferguson, Liverpool n'a eu que 2 titres, j'ai vu. Et donc et Ferguson lui 13, tout simplement pour remettre les compteurs même au vert côté Manchester. Donc et avec le départ de Ferguson, l'arrivée, son successeur et anecdote aussi sympa, c'est tout simplement le deuxième entraîneur d'Angleterre à être le plus longtemps dans son club après Ferguson. C'est donc David Moyes d'Everton. Troisième, non? Non, deuxième. Il y a pas Wenger au milieu? Wenger, il est là-bas depuis 96. Ah ouais, effectivement. 96, non, ça doit être On parle peut-être là que des deuxième entraîneur anglais, britanniques. Sûrement, non, mais c'est ça, c'est le deuxième britannique. entraîneur anglais. Britannique, d'accord. Il était à Everton depuis 2002, donc c'est lui qui le remplace. Ça a été officialisé aujourd'hui pour une durée assez impressionnante de 6 ans. Un contrat de 6 ans pour un entraîneur, alors qu'il a rien gagné, David Moyes. Est-ce que c'est le bon choix? C'est risqué. C'est risqué. On l'avait vu récemment avec le contrat signé par Claude Puel du côté de l'Olympique Lyonnais de 4 ans, et après Jean-Michel Aulas l'avait regretté. Après, on est pieds et poings liés avec son entraîneur, et si les résultats suivent, c'est une très bonne chose. L'entraîneur est blindé, personne va aller chercher à le débaucher. Si ça se passe pas bien, ça peut avoir des conséquences plus difficiles financièrement parlant. Je pense que dans ce contrat de 6 ans aussi, il y a aussi l'idée de ne pas avoir une rupture trop brutale avec les 26 années de Ferguson. Il y a peut-être une envie de recréer un cycle. On sait que Ferguson avait souhaité à une époque avoir Moyes comme adjoint. Je pense qu'il a toute la confiance du club. Je pense que ces 6 ans sont peut-être pour lancer une nouvelle ère. Ce sera compliqué, ça dépendra des résultats aussi. Mais clairement, il a été adoubé par Sir Alex, et sans ça, jamais David Moyes aurait pu prétendre à la succession. Et de toute façon, ça faisait des années qu'on en parlait de David Moyes. Ça fait déjà 3-4 ans, quand il y a eu les précédentes rumeurs de retraite de Sir Alex. Il a toujours été dans la shortlist des prétendants. Alors oui, 6 ans, ça peut paraître beaucoup pour un entraîneur peu connu en France, mais très très respecté là-bas, qui a obtenu, il me semble, 2 fois le titre de meilleur entraîneur de l'année devant des énormes entraîneurs. Et il faut pas oublier que Everton, c'est un club vraiment tout petit au niveau anglais. C'est un club qui n'a pas d'argent, faut relativiser. Qu'on investit beaucoup moins que les Cadors et il y a la question pour Moyes, justement, c'est plus un quartier de Liverpool qui va entraîner maintenant, c'est Manchester United, et donc il va avoir affronté une certaine pression, et c'est peut-être pour ça aussi que Ferguson a dû forcer pour qu'il ait un contrat long, pour essayer de le mettre en confiance, parce que c'est clair qu'il va avoir quelques gouttes de sueur et beaucoup de stress dans des premiers matchs. Et juste pour revenir à Manchester, il va retrouver Wayne Rooney. Ouais, d'Everton. Est-ce qu'il était là 2002? Ouais, 2002, donc Rooney a été transféré en quelle année à Manchester United? Là, il n'a pas eu longtemps. Non, il n'y a peut-être pas eu beaucoup, mais bon, Rooney qui vient d'Everton, ça on en est sûr. Et donc à la tête des top fils d'Everton, Moyes avec des moyens, donc on l'a dit, plus que limités par rapport à ceux des Cadors. Il réalise quand même de belles choses, et Everton est l'un des membres récurrents du top 8 depuis la saison 2006-2007. Il n'a jamais été en dessous du top 8 pour un club comme Everton qui a joué le maintien les saisons d'avant. Donc ça, c'est son, entre guillemets, c'est seul fait d'armes, parce qu'il n'y a aucun titre après. Donc c'est peut-être ça. C'est difficile d'avoir un titre en Angleterre. Voilà, on est d'accord. Non, mais pas une coupe. Voilà, c'est ça, pas une cup. Vu Birmingham gagner. C'est un entraîneur. C'est un peu plus facile, mais c'est un entraîneur sans aucun titre. Les grandes équipes les jouent. Il n'y a que les grandes équipes qui la gagnent. C'est pas évident. Et donc pour vous, c'était le meilleur. On parlait aussi d'entraîneur, bien entendu, José Mourinho. Est-ce que Mourinho, c'est ça, Chelsea. Pour remplacer un Ferguson, c'est vrai qu'un profil comme David Moyes, c'est entre guillemets, c'est la continuité. Mourinho, ça aurait été un petit peu. Mourinho, quand il est un club comme le Real, d'une institution comme le Real, il arrive à dézinguer tout le monde, à s'embrouiller avec tout le monde. Non, c'est certainement pas l'homme idéal. C'est ça. Je pense pas. Après, par contre, il aurait pu avoir Laurent Blanc peut-être.
Il en a fait, Laurent Blanc voulait. Peut-être en plus, un mais, peu juste, mais on avait parlé après son passage à Bordeaux, je Ouais. crois. Après son passage à Bordeaux, après son passage, oui, mais il a quand- perdu beaucoup voilà, de il a crédit, perdu hein. beaucoup de Ouais, crédit. Et puis il aurait a- fallu qu'il. Mais lui, c'est un manager justement à Absolument. la Ferguson, qui ne va pas sur le terrain. Il est accompagné de Gasset, je crois, Ouais. Laurent Blanc. Donc c'était un petit peu le même profil, l'expérience en moins. Mais il S'il aurait avait fallu eu qu'il soit pris sous l'aile de Ferguson à ce moment-là. Il y a eu l'épisode équipe Il de aurait, France. il mais, aurait surtout fallu que l'épisode d'équipe de France se passe mieux, tant au niveau des résultats que du contexte. Et c'est vrai qu'il a perdu du crédit, comme dit Julien à ce moment-là, et ça devenait compliqué c'est risqué hein, de prendre quelqu'un comme Laurent Blanc, qui sort d'une expérience délicate dans une institution comme Manchester. Là, c'est peut-être un choix plus sécurisé et plus Déjà la sécurisant Roma pour- pas osé le sécurisant, prendre surtout, là quand ils ont viré Zeman. Alors Manchester, non. Ouais, C'est- clairement. C'est le bon choix. C'était le bon choix. Ouais, voilà. Bah, Ça, on le saura plus tard, ça, si c'est le bon choix. En tout cas, c'est un choix qui n'est pas scandaleux et qui paraît qui est intelligent, logique. ouais, Paraît qui est logique. intelligent et logique. On verra l'un des premiers de ses premiers challenges en plus du titre de la saison prochaine bien sûr. Ce sera le mercato avec des départs comme annoncés en tout cas, des rumeurs pour Rooney etc. Donc c'est là qu'on pourra juger David Moyes le plus tôt possible. À voir voir, comment c'est va pour tourner ça. l'affaire Rooney, parce que c'est vrai que on parlait beaucoup de son différend avec Ferguson. Maintenant que Ferguson n'est plus là, est-ce que Rooney ne va pas Oui. revoir sa position? Ça, on n'en sait rien. Une affaire à suivre messieurs et on part d'Angleterre, on arrive en France. On passe à la Coupe de France puisqu'il y a eu le premier finaliste de la Coupe de France qui a été désigné hier soir, c'est Evian Tonon-Gaillard qui a explosé, éclaté, atomisé Lorient au Parc des Sports d'Annecy, 4-0. Evian, premier qualifié, ami breton, ami minguet, ami lorientais, on devait faire la gueule hier soir. Grosse déception, ouais. Honnêtement, enfin moi qui suis un petit peu les merlus, comme on a coutume de les appeler, je voyais déjà presque la coupe, à Lorient, au moins en finale. Surtout après la première minute de jeu, où énorme occasion pour Lorient, pour Jouffre, ouais. et ensuite blackout. Et après on prend la marée. Ah oui, pour des Lorientais, pour des c'est Bretons, con, ouais. c'est un peu cocasse, mais non. En même temps, vu la dernière digue qu'il y avait dans les buts, c'est normal que la marée tu la prennes. Hein. C'est d'autant plus terrible pour le compte qui est pas un mauvais gardien en plus. Il Ah fait bon, souvent- qui est un bon jeune, ouais. Non, il fait souvent les remplacements d'Odar et on a rarement à s'en plaindre. Sauf là, il fait un match terrible pour lui. Il joue, je pense, ouais. le Comte joue très bien au foot pour un joueur de tennis aussi. Hein, il faut pas. Non, là on parle de Benjamin, c'est un meilleur prénom que Thierry, moi je t'assure. Donc pour revenir en fait sur ce que disait Maxime, premier but de Ninkovic, rien à dire, un petit bijou. C'est Henri Lecomte. Hein, Ouais, premier but de Ninkovic, un petit bijou, rien à dire. Après sur le but de Sagbo, déjà sur le centre, il peut peut-être l'intercepter. Et là où il fait une grosse erreur, ça sur le troisième but, celui de Pascal Bérigo, ou tout simplement faute de main, un centre anodin, faute de main. Et la balle lui passe entre les mains et Bérigo n'a plus qu'à reprendre et mettre dans le but vide. Après le dernier but Puis après, c'est du fini, jeune ouais. Baoui, ça c'est anecdotique. Ouais. Mais voilà, ouais, mauvais match de Lorient, mauvais match de son gardien. On a vu un. On retombe encore dans notre péché de prendre des grosses de valises prendre des ou de caisses. pouvoir en mettre. Bon là forcément ça n'a pas été dans notre sens, mais bon. C'est On un avait peu un- frustrant pour de pas réussir à avoir une Coupe d'Europe. C'était un moyen un peu plus simple que le championnat, puisque le championnat s'est terminé. Je pense que pour le football français, ça aurait été bien aussi de voir Lorient en Coupe de l'UEFA. Ça aurait pas. Parce que t'as contre Evian. Non, On mais dirait Benjamin sur Saint-Etienne. pour le football français, voilà, je préfère avoir Lorient que Evian par exemple. Mais ouais. Est-ce qu'on parle de On va avoir confrontation. une finale Evian 3, ça va être magnifique, vous allez Ouais, voir. voilà, ouais. Non mais je veux dire voilà, c'est vrai que c'était l'année ou jamais pour Lorient. C'est quand on voit qu'il reste Bordeaux, Evian et 3, on se dit merde, si c'est pas là, ça va être difficilement une année suivante. Parce Ouais. qu'ils stagnent dans le championnat en 7-8e place et les coupes c'est le seul moyen de rêver un peu plus haut et de garder des bons joueurs comme Eliadière qui au moment va sûrement Oui. partir. Là, s'il y a pas d'Europe, s'il y a rien, c'est ouais. Déjà qu'avec l'Europe ça a été dur, je pense que ça va être dur donc on verra ça. À écouter Maxime qui représente donc plus ou moins l'institution lorientaise, je suis pas vraiment étonné en fait, parce que j'ai l'impression que les Lorientais sont allés à Evian avec l'état d'esprit de on est pratiquement en finale, ça va être une formalité. C'est l'erreur à ne pas faire dans ce genre de match de coupe. Evian avait sorti le PSG au tour d'avant, ils sont capables de se sublimer et surtout voilà, coupe, surtout, ouais. ils voulaient sauver leur saison parce que rappelons-le, Evian est relégable. C'est une saison difficile et c'est un petit peu le moyen pour Evian de retrouver des couleurs, d'aller chercher un titre. Alors après, c'est vrai que s'ils gagnent la Coupe de France et qu'ils sont relégués en même temps, C'est clairement en ce qu'a Ligue dit 2, Pascal Duprat, l'entraîneur. ça va être un petit peu difficile de fêter le titre, mais en tout cas c'est une grosse bouffée d'oxygène pour les Savoyards, pour les Hauts-Savoyards plus précisément, et je suis surpris par les Lorientais. Enfin, du moins parce que ce que dit Maxime, mais je pense que quand on prend 4-0 comme ça sur une demi-finale, c'est qu'on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Surtout donc, quand on en prend 3 en une demi-heure en première mi-temps. Trop quoi. sûr de leur la force fête, de peut-être. l'équipe. Une équipe qui s'impose à Enfin, Saint-Etienne on est en quart de surpris, finale et qui perd en demi après Evian, c'est qu'elle a clairement manqué d'humilité.
On est surpris, faut le dire vite quand même, parce que Lorient, c'est habituel avec eux qui se prennent des volets une semaine, la semaine d'après. Ils la mettent, la semaine d'après, c'est eux qui mettent une cartouche. C'est une inconstance impressionnante, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est agréable à voir jouer, parce que quand on va voir jouer Lorient, il y a toujours des buts. Ah bah là, c'était agréable hier, effectivement, Maxime. C'est pas Bordeaux. D'ailleurs, en parlant d'équipes qui gagnent la Coupe de France et qui ensuite est reléguée en Ligue 2, je crois que le dernier club à avoir réussi cette prouesse, c'est le FC Lorient. Me semble-t-il. L'année où. C'est Guingamp quand on se vainquait entraîneur, ça va être 2008, je crois. Non, ça c'était déjà en Ligue 2. Un club qui allait être relégué. Donc c'est Lorient en 2002 du coup? Non, c'était en 2002 ou 2003 et Lorient était en finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France avec Darcheville. En bord de la Ligue 3-0 contre Bordeaux. Et Strasbourg l'a gagné aussi. Ils avaient battu Bastia. Ils avaient battu Bastia 2-1. Strasbourg l'avait gagné. C'était la Coupe de la Ligue. Non, la Coupe de France avec. Mais c'était avant. Avec José Luis Chilavert en 2001. C'était avant. En 2001, on parlait de 2002. Eux aussi, c'était pas le seul cas. En tout cas, les seuls, bien sûr, mais c'est les derniers. Lorient a dû passer avec cette Coupe de France, alors que les Hauts-Savoyards, à la Kader Boudaoudi hier soir, qui l'a répété 45 fois sur France 2. Il faut pas faire la confusion. C'est ça, et Jonathan Gaillard, c'est leur première finale de tout simplement de Coupe de France. Ce sera au Stade de France le 31 mai prochain. Et contre qui on ne sait pas encore, car ce sera soit face à Troyes, soit face à Bordeaux. Mais la demi-finale prévue mardi, prévue il y a 2 jours en fait, a été reportée d'une semaine, mardi prochain donc, en raison des intempéries au Stade de l'Aube et dans la région de Troyes. Donc on pourrait avoir une finale de relégable, messieurs, avec 2 clubs relégués si 3 passent contre Bordeaux. On pourrait, sincèrement, pour le beau jeu, ça serait souhaitable. Voilà, on en parlait tout à l'heure, Jérémy. Pour le jeu, même avec Julien, 3 c'est clairement mieux que Bordeaux cette année. Bordeaux c'est tellement. Pour le jeu, ça serait souhaitable. Pour le coefficient UEFA, c'est vrai que c'est mieux C'est d'avoir mieux Bordeaux. Puis pour en Europa League. L'état de la pelouse du Stade de France, c'est mieux d'avoir quand même 3 que Cheikh Diabaté dans la surface, parce que vous imaginez l'état de la pelouse. Non, c'est bien, c'est un coup à te labourer le terrain, c'est impeccable ça. Donc ça c'est pour la Coupe de France, on aura le deuxième finaliste donc mardi prochain. On passe maintenant au trophée UNFP 2013 quand les nominés ont été dévoilés cette semaine. Donc on va commencer messieurs par les entraîneurs, c'est assez sympa cette année, ce sont tout simplement les 5 premiers du classement en enlevant le 3e Rémi Garde. Donc les nominés sont, c'est bien, je me fais un petit peu les Césars là, ça m'éclate. Carlo Ancelotti du PSG, Libob de Marseille, Claude Puel de Nice et Christophe Galtier de Saint-Etienne. Messieurs, clairement votre favori, qui mérite? Déjà pas Ancelotti. Déjà de 1, parce que vu l'effectif qu'il a, gagner le championnat c'est le minimum, mais vu le jeu déployé en championnat, puisque là c'est les trophées UNFP, en championnat non, jamais le PSG n'a maîtrisé son sujet. Ils le maîtrisent toujours pas parce qu'ils sont pas champions, alors que ça ferait 2 journées qui pourraient l'être. Je pense que celui qui le mérite, c'est peut-être quand même Galtier avec pour le titre. Le titre en Coupe de la Ligue. Surtout qu'il a fait une saison remarquable en championnat, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Après, ce que fait Libop aussi, c'est très très beau parce qu'ils ont quand même un reconstruction au départ annoncé, et puis finalement ils vont faire deuxième. Un effectif très limité et bon, ils gagnent difficilement, mais ça tient. Benjamin parle de Puel tout à l'heure aussi. Si Puel arrive à avoir la 3e place ou la 4e avec l'effectif qu'il a, c'est pas un effectif très différent de Nice. C'était quoi l'année dernière de Nice l'année dernière. Donc bien sûr Galtier a un titre. Galtier, si Saint-Etienne finit 4e, je pense que ce sera pour Galtier. Sinon il y aura un match avec Puel, je pense. Mais bon, c'est vrai que Galtier c'est un bon meneur d'hommes. Résultat avant la fin de saison, non? En général, les trophées. Ouais, c'est le 19 mai en plus. Oui, donc c'est avant la dernière journée. Fin de la semaine prochaine. Donc Galtier devrait être favori normalement par rapport à effectif et gain. Parce que pour une saison comme celle-ci, ce serait intéressant certaines saisons c'est joué d'avance, mais c'est pour la pub. Après les gens s'en foutent, les gens s'en foutent du foot, donc sans mauvais jeu de mots, donc ils attendent un peu avant la fin de saison. Donc ça sont pour les entraîneurs. Côté joueurs, les nominés, donc 3 Parisiens. Bon, on a des Parisiens dans pratiquement toutes les catégories, même chez les féminines, ce qui est assez normal. Donc côté joueurs, c'est pour la succession d'Eden Hazard, c'est Zlatan, bien sûr, Matuidi, Thiago Silva. Et à côté, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui accompagne les 3 Parisiens. On aurait pu penser à un Valbuena ou un Svitanic, mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui les accompagne. Et clairement, là, messieurs, ça va être un des 3 Parisiens qui est favori. C'est probable. Oui, normalement, pour Matuidi même. Pour les autres, après, que ce soit Svitanic ou Valbuena, t'en parlais, Svitanic, je pense pas, il est 2 unités en dessous de Aubameyang, non. Valbuena, pourquoi pas. Après, oui, sur les 4, je pense que Thiago Silva, on dit de lui que c'est le meilleur défenseur central du monde. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, donc il est favori selon moi. Matuidi s'est révélé, puis Zlatan a marqué, donc les 3 normalement, ça devrait faire les 3 premières places pour Paris. Il y a quand même Thiago Silva, c'est au-dessus. Un élément qui joue en défaveur de Thiago Silva, c'est le nombre de ses blessures.
il a finalement assez peu joué en comparaison des deux autres joueurs cités, et ça pourrait jouer en sa défaveur, en sachant que quelqu'un comme Matuidi a été présent tout au long de la saison, et que quelqu'un comme Zlatan, quand on va faire les bilans à la fin de la saison, il aura planté un sacré nombre de buts. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a sa carte à jouer. Thiago Silva est clairement au-dessus quand on va dans les matchs. Zlatan, il l'a planté, et Matuidi s'est révélé. Donc ce sont les trois premières places. Après, dans quel ordre moi, je suis incapable de faire un pronostic là-dessus. Moi, ma préférence oui, personnelle va à Thiago Silva. Oui, moi aussi, mais oui, pour le jeu déployé. Mais sur la saison, faut reconnaître quand même que quelqu'un comme Zlatan a beaucoup pesé sur les résultats. Ou Zlatan, ouais, mais franchement, honnêtement, pour moi, Matuidi, non. Matuidi est un peu en dessous, c'est un peu en dessous. Il fait une saison exceptionnelle, mais c'est un peu en dessous. Il est très fort, mais bon, on parle de Thiago Silva et de Zlatan. Pour ce qui est de Zlatan, par contre, il y a le sportif et puis il y a l'extra sportif. C'est un personnage aussi, donc c'est quelqu'un qui fait rêver, qui a une envergure. Pourquoi pas, oui. Enfin, ce serait pas immérité s'il l'avait. Hein. Les trophées, ce sont les entraîneurs et les entraîneurs de Ligue 1 qui choisissent. Les capitaines aussi, ça. Les entraîneurs et les capitaines. C'est pas tous les joueurs. Je sais pas si tous les joueurs y sont. On UNFP, c'est l'union de tous les national des footballeurs professionnels, donc ça doit être tous les joueurs de Ligue 1, ça doit être ça. D'accord. Donc on verra ça donc le 19 mai prochain. Meilleur espoir de Ligue 1. Et là aussi il y a un Parisien, Verratti. Et quel Parisien bien sûr. Et à côté de lui il y a des petits Français qui sont vraiment explosés dans des clubs un peu moins huppés que Paris. Rémi Cabella, Montpellier, Lucas Digne à Lille, Florian Thauvin de Bastia. Et donc qui pour succéder à Younes Belhanda, Verratti peut-être pareil sur le jeu produit, mais il joue pas beaucoup et il tacle beaucoup. Verratti va falloir faire son bilan. Verratti sur le talent, mais il a eu un gros passage à vide cet hiver, je crois. Cabella, on le connaissait un petit peu l'année dernière, déjà même s'il s'est révélé. Moi c'est Digne et Thauvin. Moi c'est surtout Thauvin. Moi je voterais Thauvin également. C'est surtout Thauvin aussi. Qui a mis des buts décisifs. Ça tombe bien, vient d'Orléans donc. Et qui ce serait une belle récompense pour lui avant qu'il rejoigne Lille, je crois. Après Verratti, faut quand même être honnête. Il a fait un très gros début de saison, Verratti. C'est surtout au niveau du potentiel. Oui, le potentiel il est au-dessus, mais sur la saison, si on fait le bilan c'est un joueur qui est difficile à canaliser, de l'impact sur l'équipe, qui pète régulièrement des câbles, qui a pris énormément de cartons, qui fait énormément de fautes. Et c'est vrai qu'il avait fait un gros début de saison, mais c'est difficile aussi, Jérémy, de pas prendre en compte les performances qu'il a fait en Ligue des Champions, parce qu'un gamin de 20 ans. Non, là c'est le meilleur joueur du championnat. Espoir. Oui, d'accord. Non, mais je sais, mais c'est difficile pour un espoir quand on voit au haut niveau. Par exemple, Lucas Digne, il a fait des matchs corrects en Ligue des Champions. Il joue à gauche, il a pas le même. Oui, pareil. Mais un joueur peut quand même survoler son sujet quand il arrive un cran au-dessus. Et ce que Verratti a fait en Ligue des Champions, c'était quand même très très impressionnant pour son âge. Pour des catégories comme celle des espoirs, pareil un peu pour celle des gardiens. On prend aussi pas mal en compte le fait de l'impact du joueur sur l'équipe, sur la saison de l'équipe. Ouais, donc là, clairement, Verratti monte beaucoup moins. Voilà, c'est ça. Pour des catégories comme celle-là, on voit souvent ces cas-là. Donc là, Thauvin ou Digne sont peut-être plus légitimes. Moi, je voterais Thauvin. Je voterais Thauvin aussi. Je suis comme Benjamin, je trouve. Non, moi, Verratti. Sur le potentiel, Verratti, c'est vrai que Verratti, bien sûr, les 4, c'est lui qui a le plus pesé. Ça dépend ce qu'on récompense. pour cette catégorie-là. On récompense le bon petit jeune. Mais c'est tellement aléatoire, chacun. Le bon petit jeune joueur français qui monte. On prendra Verratti, sauf que c'est pas nous qui votons et je pense que ce sera. Belle surprise. Voilà, ce sera une surprise. Faut quand même pas oublier aussi que je pense que dans ce vote, il y a beaucoup de gens qui éprouvent déjà une certaine lassitude pour la domination du PSG. C'est bien connu en France, on n'aime pas ceux qui gagnent. Et je pense que les joueurs qui vont voter auront peut-être aussi la volonté de faire gagner d'autres personnes. Pour la catégorie suivante, ça va être dur de ne pas, c'est mon avis personnel, mais de ne pas élire un joueur du PSG, la catégorie des gardiens. Clairement, bien. Donc les nominés sont Landreau, donc de Lille et de Bastia, Mandanda de Marseille, Stéphane Ruffier Saint-Etienne et bien entendu Salvatore Sirigu pour succéder à Lloris de Lyon. Là, je vois pas. Je pense qu'il n'y a même pas de discussion possible. Moi, je suis pas si certain. Moi, je pense qu'il ne sera pas élu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de discussion pour nous. Enfin, beaucoup d'observateurs sont d'accord, mais par contre, les joueurs du championnat, je pense pas qu'ils voteront. Parce que Mandanda, il n'y a pas Carasso dans cette liste. Non, Mandanda, si tu prends l'ensemble de la saison, il y a eu des gros passages à vide. Mais Mandanda, il fait une fin de saison en boulet de canon, et ça peut jouer. Ruffier, ça peut jouer. Ruffier, il a quand même baissé. Non, le danger, je pense, c'est surtout Mandanda. C'est vrai qu'il revient vraiment en forme, alors que la début de saison était moyen. Ouais, mais on juge la saison. C'est la saison, c'est meilleur espoir, meilleur gardien de l'année. Sirigu, il est pas aidé parce qu'il est dans une équipe qui marche parfaitement et c'est pas la star de l'équipe, alors qu'on peut dire que Mandanda c'est limite le meilleur joueur avec Valbuena. Mais Mandanda, faut voir aussi le nombre de matchs où il est resté Sirigu est bien invaincu. plus impressionnant.
selon moi. Pour Parce moi que aussi, quand on parle de toute la série impressionnante des 1 à 0 Oui, côté il marseillais, y a quelque chose. il en a rendu pas mal, des clean sheets comme on dit en Ah, Angleterre. mais meilleur voilà. gardien, c'est Sirigu, quoi. Pareil, si on parle sur le talent et sur, je sais pas. Sur À voir. l'ensemble de la Vraiment à saison. voir. Ouais, dans l'équipe, ouais, c'est à voir. Après, des gars comme vous disiez, comme Ruffier ou Landreau, c'est un cran en dessous. Non, même c'est si un cran ce sont en dessous. des, Ah ouais. là, ce sont des joueurs qui portent l'équipe aussi. Même Landreau, maintenant, c'est 2 ou 3 crans en dessous. Par contre, je suis vraiment surpris de la non-nomination de Carasso qui porte Bordeaux à bout de bras. Ouais, mais à mon avis, c'est pour la Je saison comprends de pas pourquoi Bordeaux. on nomme Oui, c'est Landreau. possible, c'est possible. Ah, quand même. Il a pas avec joué au mois de Bastia, novembre-décembre. Avec Bastia, j'ai vu quelques matchs où il fait des beaux arrêts, mais il y a quelques matchs où quelques Ça buts reste qui sont solide. pas- hein. Ça reste très Ça reste solide. solide, mais moins que Carasso. Moi, Voilà, Carasso, j'aurais mis costaud. Carasso également. Mais enfin bon, c'est pas. Bon, après. Après, meilleur entraîneur de Ligue 2 aussi, les nominés, on peut en parler un petit peu. Là, je vois la tête de Maxime Minguet qui se relève un petit peu. Bien entendu, dans les nominés, il y a Michel Derzakarian de Nantes. On a beaucoup d'entraîneurs de l'Ouest, puisqu'il y a aussi Jocelyn Gourvenec de Guingamp, Stéphane Moulin d'Angers et bien entendu Claudio Ranieri de Monaco. Là aussi, peut-être Ranieri pour la saison, mais dans ce qu'ils ont accompli sur cette saison, un Gourvenec, moi je pense, avec Guingamp ou un Moulin avec Angers, c'est quand même, on s'y attendait peut-être quand même pas à ce niveau-là, Maxime. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense, oui, surtout Gourvenec qui est là depuis un petit bout de temps déjà. Après, pour en revenir à Nantes, ce que tu disais hors antenne, c'est qu'on va sûrement pâtir. Enfin, Derzakarian va pâtir, pardon, Du jeu proposé du par jeu l'équipe. qu'il propose, qui est beaucoup moins séduisant que celui de Landry Chauvin. Après, certes, c'est vrai que justement, il arrive par ce jeu, on va dire typique de Ligue 2, Et de Derzakarian. de Derzakarian On était monté comme ça, à la lutter dernière pour fois. la montée jusqu'à maintenant, parce que Landry Chauvin avait pas réussi à faire, il avait craqué un petit peu avant. Mais je pense, ouais, il sera pas élu, ce sera Gourvenec qui lui Pour le coup, Ranieri. Ranieri, c'est la même problématique que pour le Même topo PSG, qu'Ancelotti, ouais. parce qu'il a la vraiment même l'effectif, saison. il Ouais, même s'ils ont Il n'y a un peu pas de survolé, jeu, je il y sais a pas, un gros ouais. effectif. Même s'il y a moins de scandales à Monaco, bah même si oui. Bon, on après, il y a celui-là. quand même pas d'exploit de gagner Ligue 2 quand on a une équipe avec les C'est moyens financiers et l'équipe qu'a Monaco. Donc, et je pense que on peut lui donner, mais- le projet de Gourvenec va séduire, je pense. Ouais, de Gourvenec ou de Moulin, c'est vrai que ce Ouais. sont deux Coco belles pourrait le saisons. donner à Ranieri pour une fois qu'il gagne un titre. Hein. Amis du football italien, bonjour. Et on finit par la galanterie, vous me connaissez messieurs là-dessus. Trophée meilleure joueuse de D1, les nominés sont une parisienne de lyonnaise, c'est Shirley Cruz pour le PSG, Amandine Henry pour Lyon et Lotta Schelin aussi pour Lyon. Techniquement, on va être Ouais. emmerdé pour en parler, par contre, mais je pense que Non, Lotta Lotta Schelin mérite largement ce titre. C'est vrai que Shirley Cruz, c'est également une joueuse très, Belle très révélation performante, cette année. ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais d'ailleurs, qui était transférée cette année. Mais Lotta Schelin, sur l'ensemble de son œuvre, c'est vrai que c'est un peu la Zlatan de la Ligue 1, mérite largement ce titre. La plus jolie que La Suède plane sur le football français. Absolument. Bon. Donc voilà, ça c'était pour les trophées UNFP, comme a dit Benjamin. Rendez-vous le 19 mai prochain pour avoir le résultat. On va maintenant parler Ligue 1, la petite page Ligue 1, 35e journée, 36e journée, on approche de la fin. On va commencer bien entendu par débriefer la 35e journée de Ligue 1. Donc je vous donne les résultats et ensuite on aura le droit à la chronique d'Estelle Choteau sur Leonardo cette semaine. Donc les résultats de cette 35e journée qui a eu lieu la semaine dernière, 0-0 entre Saint-Etienne et Bordeaux, Marseille l'emporte contre Bastia 2-1, victoire de Toulouse contre Lille 4-2, un but partout entre Reims et Ajaccio, Montpellier l'emporte contre Brest 2-1, victoire de Sochaux importante contre Lorient 1-0, belle semaine pour tes amis Merlu, Maxime. J'avoue. 3 qui l'emporte 1-0 contre Evian-Tonon-Gaillard. Victoire de Nice à Rennes 3-0. Même score pour Lyon à Nancy 3-0. Et enfin Paris Saint-Germain-Valenciennes 1 but partout, ce qui fait que le Paris Saint-Germain n'est toujours pas champion. Et Paris Saint-Germain on continue à en parler donc avec Estelle et sa chronique sur Leonardo. Salut Estelle. Salut tout le monde. Donc c'est déjà ma 10e chronique et Hélène Fauché. Tu me chantes pas joyeux anniversaire ? Non, ça va aller. Pas cette fois. Donc c'est déjà ma 10e chronique et Hélène Fauché m'a fait remarquer que je n'avais jamais parlé d'un Parisien. En même temps, je n'avais pas envie de faire une énième chronique sur Zlatan car je pense que tout a déjà été dit sur ce charmant garçon. Mais heureusement, dimanche soir, Leonardo, le directeur sportif du PSG, m'a donné de la matière pour écrire sur son club. Après le match nul 1-1 entre Paris et Valenciennes et l'expulsion de Thiago Silva, Leonardo s'avance vers l'arbitre Alexandre Castro dans les couloirs du Parc des Princes pour lui dire ce qu'il a pensé de sa prestation. Quand il lui demande pour parler un peu avec lui, M. Castro répond « pas maintenant ». Mécontent et grognon, Leonardo lui assène alors un coup d'épaule rageur avant d'être écarté par un délégué. Mais c'est pas ce qu'il dit, mon Dieu, c'est pas ce qu'il dit. Il lui dit Laisse-moi qu'il a été finir. poussé. Laisse-moi finir. Tout ça devant les caméras de Canal+. Après ce geste d'humeur, Leonardo est donc logiquement convoqué par la commission de discipline. Pourtant, il se défend d'avoir bousculé l'arbitre.
Il affirme au contraire qu'il y avait énormément de monde dans le couloir, Il a pas touché. que c'est un délégué qui l'a bloqué, puis poussé, et que les images filmées par les caméras de vidéosurveillance le disculperont. Le dit délégué nie lui fermement ces accusations. Il ajoute également qu'en 20 ans, il n'a jamais connu un acte d'une telle violence. Ouais. Leonardo, Il y a les deux extrêmes dans cette histoire. Ouais. Leonardo, ancien international brésilien passé par Sao Paulo, Valence, le PSG ou encore l'AC Milan, n'était pas présent mardi quand les membres de la commission étudiaient son cas. Il est pour le moment suspendu à titre conservatoire. Il est donc provisoirement interdit d'accès au banc de touche et au vestiaire et suspendu de toute fonction officielle. C'est bien qu'il se fasse un peu oublier, je pense, parce qu'on entend tellement parler en ce moment que c'est peut-être pas mal qu'il se fasse oublier par ce. C'est pas la première fois qu'il dérape en plus, je crois, Leonardo. Je vais en parler. Donc c'est pour ça, c'est pas mal. Par la suite, si on s'en tient au barème disciplinaire de la fédération, il pourrait être suspendu jusqu'à 1 an ferme. Plus hypothétiquement, le PSG pourrait même se voir infliger un retrait de points. Et ce n'est donc pas la première fois que Leonardo se fait remarquer. Déjà à l'automne Bien dernier, joué, Benjamin. Et lui, il a bossé aussi. un Transition. petit devin. Mot pour mot, bravo. Tu t'es fait remarquer aussi dans Titanic en coulant à pic. Tu nous fais pas de chibarouette. Ouais, ça fait pas de chibarouette, Jérémy. Ce soir. Vas-y, Incroyable. Estelle, vas-y, continue. Donc, à l'automne dernier, il a été condamné à 2 matchs de suspension avec sursis après une sortie plutôt dure contre Rattrape Clément au bastingage, Turpin. que c'est dur après et ce le- abruti. Après une sortie plutôt dure contre Clément Turpin et le niveau des arbitres français. Il a également taxé le football français d'amateurisme. Selon lui, il n'y a pas de Vu ce culture. qu'il touche, c'est quand même osé, hein. Qui taxe le football français, c'est. Donc, autour selon du lui, il n'y a pas de culture de la gagne ni de connaissance du football de haut niveau en France. Il estime également que le niveau de préparation des joueurs et des entraîneurs de Ligue 1 est très bas. Pour lui, faire juste des taureaux et tirer au but, ce n'est pas possible. Ce qu'on fait au QS, ça marche très bien. Ça marche très bien, vous avez gagné le trophée ou... Ah, finale. Bref. La suite. Ce genre de remarque fait de lui une personnalité peu appréciée en France. À titre d'exemple, les guignols de l'info le représentent comme un bourgeois qui a du mal à comprendre ses joueurs et pour qui la beauté d'un footballeur prime sur ses qualités techniques. Depuis quelque temps, il est notamment montré en tant que porte-parole des investisseurs qataris du club, car la prince, elle parle pas à toi. Il commence d'ailleurs chacune de ses phrases par son désormais célèbre « La prince, elle dit ». Jean-Michel Larquet s'est lui montré beaucoup plus critique que les guignols de l'info à l'égard du directeur sportif du PSG. Putain, depuis qu'il est plus à la télé, Exactement. il se lâche. Depuis qu'il est plus à Saint-Etienne, c'est le bordel. Il le trouve envahissant et désagréable. Il a affirmé, je cite, « Je suis sûr Ça, ils sont deux, ouais, comme ça, ils sont deux, on est bien d'accord. il a Mais laissez parler un petit peu Estelle, on s'entend plus crier. Et c'est Titanic toi qui qui dit dis ça, ça quoi. C'est Titanic qui dit ça, vas-y, Estelle. Donc je disais, Larquet a affirmé « Je suis sûr qu'à sa place et avec son chéquier, beaucoup de gens auraient fait aussi bien. Ce que je ne savais pas en revanche, c'est qu'il était pleutre et qu'il trichait. Il estime en outre que Leonardo prend les gens pour des cons. On saura bientôt si les membres de la commission de discipline apprécient d'être pris pour des cons. » Merci, Estelle. C'est pas vrai, c'est le con de ta discipline. J'étais sûre que t'allais la sortir. Une petite référence dîner de con par Jérémy Sakian. Il passe du Titanic au dîner de con. T'as une culture Quelle cinématographique. N'en assez faites pas trop, impressionnante. messieurs. Il a tout donné, là. Il y a plus rien, il a tout donné, là. Donc, Quid de Fellini, Jérémy Non, pour continuer avec Estelle, le dossier de Leonardo est mis donc en instruction et il pourrait être convoqué lors d'une prochaine réunion et ensuite faire D'ici l'objet 3 d'une semaines. sanction disciplinaire d'ici 3 semaines, c'est ça. Donc pour en revenir à cette 35e journée de Ligue 1, le PSG qui a loupé le coche encore une fois avec son nul à Valenciennes. À Paris. Ah oui, son nul, excuse-moi, contre Valenciennes à Paris, but d'Alex. Et avec exclusion de Thiago Silva, donc Exclusion scandaleuse, c'est un scandale. Exclusion sévère, oui. Quand on revoit les images, Non mais quand, c'est- maintenant, depuis c'est du spectacle. Depuis le début de l'année, quand Zlatan il lève le pied, il a un jaune. Quand il y a un Matuidi qui Beckham, tacle pareil. un peu, il a un jaune. Beckham il fait un tacle à côté, on lui met un rouge. Thiago Silva il touche un peu l'arbitre, il a rouge. Il y a un moment, bon, c'est vrai que l'attitude de Leonardo est complètement incongrue et qu'il a pas à faire ça. Mais quand on voit les rouges qui se prennent ces derniers temps, c'est un scandale. Ils peuvent même pas mettre le pied. et du coup, le Paris Saint-Germain toujours pas champion puisque Marseille continue ses victoires par un but d'écart. Là, c'est pas un but à 0, ils ont changé un peu, ils ont fait 2 buts à 1. 2 buts de Gignac, un but de Thauvin contre Bastia. Et à Marseille, c'est quand même beau ce qu'ils font. C'est la deuxième place quasi Ah bah assurée ils sont parce bien que- partis pour aller chercher la deuxième place. Maintenant, c'est 4 points d'avance sur le C'est troisième. beau, non, mais c'est efficace. Non, c'est pas oui. c'est pas bête très parce beau, que dès octobre-novembre, on disait que Marseille allait s'écrouler C'est parce faux. qu'ils avaient pas de banc. Ouais, ils ont fait un mercato Ça intelligent, fait mais 6 mois c'est qu'ils vrai veulent qu'ils pas surprennent. s'écrouler. Ouais, et non, moi, je suis un peu la risée de ma famille. On avait fait un pronostic avec des amis et je les ai mis 15e Marseille. Donc autant te dire que là, je perds légèrement des points là-dessus. Tout dans la mesure, Luc. Tout- comme d'hab, tout dans la Absolument. mesure. Et derrière,
la très bonne opération de la journée, c'est pour le 3e, c'est pour l'Olympique Ouais. Lyonnais, puisque large victoire de Pour Nice Lyon, également. de Lyon à Nancy, 3-0, alors que c'était pas fait, on en avait C'était pas parlé la gagné. semaine dernière. Et donc Lyon qui profite, pas du faux pas, mais de la contre-performance de Saint-Etienne à domicile Et contre puis Bordeaux, du faux 0-0. pas lillois aussi. Hein. Et surtout du faux pas lillois, deuxième en 2 semaines, deuxième faux pas. On se souvient du match nul, 3 buts partout contre Sochaux alors qu'il menait 3-0. Et cette semaine, c'est une défaite 4-2 à Toulouse. Donc pour revenir d'abord sur Lille, vas-y François, toi qui es spécialiste, qu'est-ce que tu penses de ces 2 derniers matchs lillois? Ça, par contre, c'est une équipe qui s'effondre. En fait, je pense que c'est depuis le match contre Marseille. Un 0-0, surtout grâce à Steve Mandanda, où Lille a cartonné pendant tout le match. Très gros match de Mandanda. A bataillé, mais n'a jamais réussi à marquer. Bon, ensuite, il y a eu bien sûr la victoire à Bastia 2-1, un peu avec de la chance. Mais ensuite, faire victoire contre Sochaux. Ouais, Sochaux, se faire reprendre 3 buts, Rudy Garcia le dit, c'est une faute professionnelle, c'est incroyable. On menait jusqu'à 79e, 3-0, se faire reprendre 3 buts sur des coups francs en plus. Et là contre Toulouse. Là, ils ont lâché, là. Totalement. Ouais, Toulouse qui menait 2-0. Donc, ils ont réussi à revenir à 2-2, mais ensuite, la défense ne tenait plus. Même Elanon dit il n'est plus. Il est dans une mauvaise passe, lui-même le dit. Pas en ce moment, mais c'est bête parce que c'est Lille qui avait la plus grosse dynamique. Moi, je les voyais bien, même quasiment aller chercher la 3e place. Et le meilleur calendrier surtout. Il y a encore un mois de cela. Et parce que Sochaux ou là, Toulouse, finalement, il semble un petit peu s'écrouler. C'est bien, je crois que Saint-Etienne va aller jouer chez eux ou va les recevoir dans les 3 derniers matchs. Le tout dernier match. Et justement, la deuxième équipe qui bouffe un peu la feuille sur cette journée, c'est Saint-Etienne Benjamin. Contre Bordeaux à 25 derrière, comme d'habitude. Non, sans rire, Bordeaux a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire rien. Ils ont défendu, ils sont tombés sur un très grand Mandanda, ils ont eu au moins un très grand Carasso. Il en perd son latin. Il avait travaillé quand même l'émission. Il a imprimé, il a même pas imprimé, il a écrit tout le classement de tous les points. C'est bête qu'il n'y ait pas l'image à la radio, je pourrais vous le décrire. Mais bon, non. Non, pour c'est dommage. C'est bête pour Saint-Etienne. Ça fait 2 points le match. Ça fait 2 points et puis ça fait plusieurs matchs où je pensais qu'après la victoire en Coupe de la Ligue, ils allaient se libérer un petit peu parce qu'ils avaient déjà fait 0-0 à Valenciennes. Ils ont fait un bon match contre Ajaccio, mais non, ils sont tombés sur une bonne équipe des Girondins de Bordeaux. Et Benjamin, encore. Il n'y avait pas de chant dans le stade, hein, il me semble. Oui, voilà. Et ça a provoqué la colère de Christophe Galtier. C'est assez logique. Je sais plus pourquoi il y a une. Parce qu'en fait, après les incidents lors du derby, Cayazo a pris une mesure préventive. C'est de fermer le président bloc du conseil de surveillance, pas le président de Saint-Etienne. Il a décidé de fermer le bloc des Green Angels, me semble-t-il. Non, des Green Angels, je crois. Un des deux. Ouais. Et du coup, l'autre COP a fait grève, il me semble. Voilà, qu'est-ce que je Union. De toute façon, c'est bien beau les ultras, il y en a pour 5 minutes. Mais bon, comme l'a dit Christophe Galtier, on est à 3 matchs et éventuellement la semaine dernière 4 d'aller peut-être chercher une qualification en Champions League, une 3e place. Toi, alors les mecs, je veux bien, ils foutent le bordel à Lyon parce qu'ils pensent plus à se casser la gueule et à se taper dessus qu'à supporter leur équipe. C'est le bordel tout le temps, Et là, on est à 3 matchs d'une éventuelle qualification Ligue des Champions et on s'encourage pas. Et on leur offre un titre. Mais c'est ça à quoi ça me fait penser, Benjamin. Pas, ils ont qu'à rester chez eux. Ça me fait penser à Marseille. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'année dernière en 8e de Ligue des Champions ou en quart. En quart de finale de Ligue des Champions, ils retrouvent un quart de finale depuis combien? Depuis 20 ans, ils avaient fait une grève des encouragements contre le Bayern. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des mauvais résultats en championnat. Mais des fois, je ne comprends pas. Non, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a une culture foot dans ces clubs-là. Le seul problème, c'est que les ultras, que ce soit en Italie, que ce soit en France, les ultras, ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à supporter le club quand il y a des atteintes à leur liberté, soi-disant. Il n'y a pas de dialogue avec les présidents, avec la direction. En France, il y a du dialogue, mais après, dès qu'il y a un souci, c'est jamais de leur faute. Ils assument pas leurs responsabilités. Alors oui, il y a une super ambiance à Saint-Etienne, mais avec ce qui s'était passé, c'était d'un côté normal. Il a pris ses responsabilités, le président. Tout à fait, il a assuré la sécurité parce qu'en plus, il est président du conseil de surveillance, Cayazo, donc il a pris des mesures peut-être dictées par la préfecture ou je ne sais pas. Mais bon, on est comme l'a dit Galtier, 4 matchs d'un éventuel, c'est l'année. Saint-Etienne, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Ils n'ont pas joué avec des champions depuis 81-82. Il y avait une infime chance qu'ils décrochent la 3e place. Si en plus ils peuvent pas compter sur leur public à domicile, c'est quasiment foutu. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'en
qu'en France, la manière dont sont traités les supporters quand ils sont en déplacement, c'est quand même aussi un peu un scandale. Quand on les parque pendant 2-3 heures avant, c'est quand même assez honteux. Et quand on n'arrive même pas à jouer un match de rugby et un match au parc en même temps, alors qu'on va recevoir l'Euro dans 3 ans, alors qu'il y a un match, il y a 7 matchs pro à Londres, même après. On s'éloigne un peu de la Ligue 1 là, il y a ça, mais après il faut pas, dans les autres pays, les supporters se comportent 100 fois mieux, je sais pas. Non. Mais pas partout. Pas partout, mais enfin non, ça c'est révoltant de voir Saint-Etienne qui est aussi bien placé et que les mecs font la grève, ils sont qu'à rester chez eux. Hein. C'est vrai qu'on parlait du public des Verts, et c'est le moment quoi. C'est un peu décevant. Le public est un peu chaud, s'ils font la grève et qu'ils en font qu'à leur tête, et ben voilà, ça fait que si Saint-Etienne finit 5 ou 6e, et ben ils auront aussi leur part de responsabilité. Le billet d'humeur de Benjamin qui est légitime, hein, je suis bien d'accord avec toi. Et donc du coup les deux perdants de cette journée, ce sont Lille et Saint-Etienne. Lille qui est désormais 6e, 57 points. Saint-Etienne 5e qui descend de la 4e place, 5e avec 59 points. Et les deux gagnants, ce sont les deux 3-0 de cette journée. 3-0 pour Nice à Rennes et pour Lyon à Nancy, ce qui fait que Lyon conforte sa 3e place, 63 points. Et Nice est 4e, 3 points derrière avec 60 points. Très bonne opération pour les Lyonnais, Jérémy. Oui, très bonne opération pour les Lyonnais qui se rassurent un petit peu, qui restent sur une bonne série de 4 matchs sans défaite. Par contre, ce que je vous disais la semaine dernière sur cette même antenne, c'est que peut-être l'adversaire de Lyon pour la 3e place serait Lille. Pourquoi pas Saint-Etienne? Finalement c'est Nice. Que ce sera Nice, avec évidemment un gros match dans 2 semaines, puisque Lyon se déplacera au stade du Ray pour affronter l'OGC Nice. Auparavant, il y aura ce match dimanche soir contre le PSG, qui sera très difficile puisque le PSG voudra évidemment être sacré à Gerland. Alors c'est vrai qu'il y aura des absents. Où Lyon Lyon qui termine contre Rennes à Lyon. Et c'est vrai que pour Saint-Etienne, ça commence à être difficile puisqu'ils ont un calendrier également délicat en allant à Lorient, en recevant Marseille puis en allant à Lille. Pour Lille, c'est presque fini puisque à 3 pour Lille, 6 points de retard sur le 3e. Ça veut dire que si Lyon gagne un match, ça sera terminé. Voilà, le gros adversaire pour Lyon, ça sera Nice qui a fait une très bonne opération à Rennes, emmené par un très bon Zvitanic. Encore 2 buts et un but de Botéac. Et pour Lyon, petite inquiétude, c'est la blessure en cours de match de Lissandro qui a laissé sa place à Gomis, auteur d'un doublé. Mais un but de Gourcuff encore une fois. Venir là, et lui, Gourcuff, un but, une passe décisive qui une nouvelle fois est justement très décisif dans le collectif lyonnais. Il accepte de jouer à gauche, il ne rechigne pas à la tâche et c'est tout bon pour le renouveau de Johan Gourcuff. Donc ça c'était pour le haut du tableau, un petit mot sur le bas du tableau où les deux derniers sont plus que jamais englués. Brest désormais lanterne rouge. Brest, ouais. Désormais lanterne rouge avec 29 points. 3 qui est 19e, 31 points et après ils sont 2, peut-être 3 pour une place pour la 17e place, la 18e ça commence place. à se décanter un peu entre Nancy, Sochaux et Evian, ce sont les 3. Sochaux un peu au-dessus, mais donc ça fait Evian 18e avec 34 points, 1 point au-dessus Nancy. 35 points et Sochaux qui est à 3 points donc d'Evian qui est 16e avec Sochaux 37. qui a vraiment fait une bonne opération ce week-end. C'est la bonne opération du bas de tableau avec cette victoire 1-0. Et oui, et pour revenir sur Nancy, ils mériteraient quasiment de se maintenir sur la deuxième partie de saison qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Depuis que leur président a dit qu'ils étaient sûrs d'être en Ligue 2 la saison prochaine, et ils font une bonne deuxième partie de saison. Ce serait du jamais vu depuis très longtemps à mon avis. Une telle remontée serait bien de prendre leur s'ils se maintiennent. Très bas, comment était Ajaccio l'année dernière? Oui, Ajaccio a fait une très bonne remontée également, mais c'est vrai que Nancy, on les pensait condamnés avec 3 et ils sont bien revenus. Non, je suis assez d'accord avec toi. Depuis qu'il y a plus Fernandez, je suis d'accord. On devrait faire les paris sur Montpellier l'année prochaine, non? Et c'est vrai qu'en plus Nancy a l'avantage d'un calendrier un tout petit peu moins chargé et puis également mentalement c'est difficile, je pense, pour des équipes comme Evian ou comme Troyes de jouer sur deux compétitions alors que Nancy vraiment à la tête vers la Ligue 1 uniquement. Et ce sera peut-être un avantage. Si tu vas jouer à Bordeaux là ce week-end, c'est faisable. C'est faisable de ramener un point. Au moins de ramener le 0-0. Ah ouais, c'est sûr. Non mais c'est clair sur la saison et surtout sur cette deuxième partie, c'est Evian pour moi qui mériterait le plus, mais qui a le plus un pied en Ligue 2 vraiment pour la troisième place. Hein. C'est ceux qui sont le moins bien placés. Leur qualification en finale va peut-être leur remettre un peu de baume au cœur, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même l'équipe la plus faible des trois. Et donc regardons le calendrier avec cette 36e journée qui s'annonce demain et samedi. Donc au programme demain vendredi Lille-Reims, samedi on aura Marseille-Toulouse, Bastia-Montpellier, Brest-Sochaux pour la descente, là ça va être intéressant. Il y aura également Valenciennes-Rennes, alors là plus rien à jouer. Ajaccio-3, également un match pour le maintien. Bordeaux-Nancy, je vous en parlais. Les 3 matchs de dimanche, Lorient-Saint-Etienne.
Là, Benjamin, à mon avis, c'est là qu'il faut gagner des points. Oui, parce que c'est le moment de prendre Lorient, même s'ils seront sans doute revanchards. On a vu Lorient plusieurs fois prendre des tôles une semaine et la semaine d'après. C'est-à-dire que là, il reste sur trois défaites de suite. Voilà, donc c'est le moment, et Saint-Etienne doit gagner. Il n'y a pas de question à se poser. Et là, c'est Saint-Etienne-Lorient, c'est ça? Non, c'est Lorient. C'est Lorient-Saint-Etienne. C'est une revanche de la demi, ouais. La demi? Non, c'est du quart de finale. Non, c'était à Saint-Etienne, le quart de finale. Par contre, là, en Coupe de la Ligue, le 16e, c'était à Lorient. Et donc, ce sera la 4e fois que les deux équipes se jouent cette année. Les deux derniers matchs de ce dimanche, 2 matchs pour la 3e place, avec clairement Nice qui a un coup à faire puisque Nice se rend à Évian, alors que Lyon reçoit le PSG, 2 matchs dimanche soir. Mais 2 matchs compliqués pour les deux équipes. Ouais, Évian, c'est vrai. Au niveau du goal average, Nice et Lyon. Nice est à plus 13 et Lyon est à plus 21, plus 19. Donc ça fait 4 plus 22 pour Lyon et plus 13 pour Nice. Ouais, plus 13 pour Nice. Après, on est à, ouais, c'est ça, après on est. Ça peut aller vite, hein, attention, parce que Saint-Étienne si Nice gagne 2-3-0 au stade du Ré, ça reviendrait pratiquement à une égalité parfaite. Donc, puis tu disais, Lyon le goal average est pas si important que ça du côté de Lyon. après. Le goal average est meilleur à Saint-Etienne, hein. Plus 28, Saint-Etienne. Non, le goal average, c'est pas forcément un bon indicateur pour Lyon, mais ça va encore être. Non, mais deux matchs difficiles, hein. C'est vrai que pour Lyon, évidemment, ça sera compliqué, quoique le PSG soit largement défavorisé par un nombre incroyable de suspensions, que ce soit Sirigu, que ce soit Thiago Silva. Et c'est vrai que pour Nice, ça va pas être évident non plus, on en parlait. Donc là, si on voit les Paris gagne pas dimanche, c'est Canal qui va s'en mordre les doigts, qui achète tous les matchs du dimanche soir depuis 3 ou 4 fois pour avoir le titre de Paris. Non, il y a le multiplex. À noter que le titre, le titre pourrait être acquis avant le match de dimanche, hein, en cas de contre-performance de Marseille. Mais on n'arrête pas de dire ça depuis 2 journées, Marseille gagne. Ouais. Non, mais il faudra quand même. Le match de Lyon s'analyse aussi avec le match de la veille. Et si Paris est champion samedi, il pourrait être démobilisé. Clairement, sur le papier, c'est Saint-Etienne qui a un coup à faire puisqu'il joue Lorient qui a plus rien à jouer, alors que Nice c'est Évian et Lyon c'est Paris. Donc réponse. Lille aussi a un coup à faire, hein, dans la bataille pour la 4e place. Lille a un coup à jouer ce week-end clairement aussi. Donc ça, c'était pour la Ligue 1. À noter juste que la 4e place est importante pour Saint-Etienne, même s'ils ont déjà une qualification en Coupe d'Europe, pour gagner un tour en Europa League. Et on va finir ce décrassage par un petit tour d'Europe des classements. Je sais que surtout Julien voulait nous parler de l'Italie et de la Serie A. Donc je sais pas, il y a un champion, je sais plus quelle équipe, mais je crois que c'est pas trop mal encore cette année. Vas-y Julien. Ouais, la Juve est championne, mais ça fait quoi? Ça fait 3 mois que c'est acté. Ça y est. Que c'est acté. Ouais, c'est un beau champion. Mais dans un championnat qui est quand même un peu comme l'Angleterre, c'est différent parce que l'Angleterre, quand on regarde les matchs anglais, c'est toujours un très bon niveau. En Italie, il y a des beaux matchs, il y a beaucoup de buts cette année, ça a vraiment changé. Mais derrière, Naples a jamais réussi à revenir au moment. Naples qui a 11 points là, 48 pour la Juve, 37 pour Naples. Ils ont eu les moments où ils pouvaient les rejoindre, et c'était l'année ou jamais avec la dernière année de Cavani. Après on parlera même pas de la Roma ou de l'Inter, surtout de l'Inter. L'Inter 8ème pour l'instant, 8ème, aucune Coupe d'Europe. Non, c'est fini. Mais quand on voit leurs joueurs, c'est normal, c'est une équipe affreuse. Les bonnes surprises pour le championnat italien cette année, c'est la Fio et l'Udinese. Quelle remontée la Fiorentina. Surtout la Fiorentina de nulle part. La Fiorentina de Montella qui est, c'est la plus belle équipe d'Italie, c'est celle qui produit le meilleur jeu. Ouais. Ils auront la Ligue des Champions peut-être, 3ème place, ils sont à 3 points. Non, ce sera Milan. 3 points de Milan. Non, 4 points de Milan, pardon, excuse-moi. Non, ce sera Milan. Ouais. Ce sera Naples, 2ème, et le Milan qui va y aller. Le Milan aussi, d'ailleurs, en parlant de remonter, si le championnat avait commencé à la 7 ou 8ème journée, c'était comme l'année dernière, ça se jouait entre les deux. Et Balotelli qui a marqué 11 buts en 10 matchs, il me semble, quelque chose comme ça, il marque 1 but par match. Donc l'année prochaine, j'espère que ça va être un peu plus serré et qu'il y aura de nouveau des bons joueurs en championnat d'Italie. Après, est-ce qu'il y a assez d'argent aussi pour monter une grosse équipe à Milan? Comment ça se passe, Milan AC? Le Milan AC, le souci c'est que la grille salariale a grandement baissé depuis les départs de Zlatan, de Thiago Silva. Le joueur le mieux payé maintenant, c'est Mexès. Le joueur le mieux payé du Milan AC, c'est Mexès. 5 millions. Il a négocié son salaire avant justement la grille. 5 millions. Flamini avait réduit son salaire de 4,5 millions à 1,5 million, divisé par 3. Le pauvre. Comment il mange? Non, mais tout mec comme toi. Et ils vont essayer de recruter des joueurs en fin de contrat. Ils parlent de Kolo Touré ou de Puyol. C'est moche de dire des joueurs en fin de contrat pour le championnat d'Italie, quoi. Mais c'est la réalité. Le seul club maintenant qui peut essayer de recruter. Ils ont des stades si, mais on dit il y a plus beaucoup d'argent, mais la Roma ils ont dépensé une blinde l'année dernière. Osvaldo 18 millions, Lamela 18 millions. Et pour quel résultat? Peut-être une Coupe d'Italie. Peut-être une Coupe d'Italie. On en parle tellement depuis longtemps. On a la date. Non, par contre, on sait que ce sera un derby romain. Oui, ça c'est sûr. Rome Lazio. Pas à huis clos, normalement. Non, ça devrait le faire.
on en parlait tout à l'heure, on va passer à l'Angleterre parce que certes, ça s'était joué aussi pour le champion, pour United, mais après pour les places les accessibles, bon, City deuxième, c'est quasiment acté. Mais qui pour l'Europe directe, messieurs, entre Chelsea, Arsenal et Tottenham, il y a eu ce mercredi hier, il y a eu Chelsea-Tottenham 2 buts partout, score final. Donc là pour l'instant on est à Chelsea 3ème 69 points, Arsenal 4ème 67 et Tottenham 5ème 66, sont maintenant tous au même nombre de matchs. On parlait de remonter, pourquoi pas Arsenal hein. Ouais, Arsenal qui revient bien et Chelsea qui avait le match en main hier et oui, qui a ils ont mené 2 fois. À la 80e minute sur un but de Sigurdsson, donc un petit peu dommage pour Chelsea et qui avait l'occasion de faire le trou. Et qui fait la passe après pour Sigurdsson, très gros match l'Adebayor hier soir. Match, ouais. Faut le signaler, ça arrive pas souvent. Non, c'est pour ça. c'est pas mal. Il faut le dire effectivement. Ça c'est pour l'Angleterre. Après, et en Angleterre, Luc, Gareth Bale qui a été élu meilleur joueur. Ouais, 3ème meilleur buteur de la ligue alors qu'il est pas attaquant avec 20 buts. Il fait quoi lui l'année prochaine? Je sais pas, demande-lui. Non mais je veux dire, il y a des chances qu'il reste, il y a des chances qu'il reste à Tottenham ou on parlait de lui à. Il y a des chances. Il lui propose une énorme le Real salariale. Lui, apparemment, il aurait une préférence pour la Liga au cas où il partirait. Je le vois pas trop être vendu à un autre club anglais. Enfin, ce serait quand même non, ce serait très dur pour un autre club délicat. Anglais, mais surtout, il donnerait une énorme arme à la concurrence. Oui, pour l'Angleterre, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment il y aurait Ferguson qui aurait démissionné de son poste, qui arrêterait sa carrière. Donc je sais pas si vous avez vu passer cette info. On vous présente un touriste. T'es d'humeur taquine, on ira pourrir le grand plateau là. Grosse émission de Jarvis avec aujourd'hui. Dans le bas du tableau anglais, messieurs, il y a quand même un cas à évoquer, c'est Newcastle, toujours pas sauvé. Newcastle qui est 17ème avec 38 points. 18ème c'est Wigan 35 points. Une équipe faite à base de championnat de France. On ne peut pas s'attendre à des surprises non plus. Si Newcastle se sauve pas, c'est quand même dramatique. Non, c'est bien fait. Ah ouais. Non, vraiment, c'est comme QPR, c'est bien fait quand on achète 10 joueurs au mercato, qu'on achète n'importe qui, il y a aucune cohérence dans le recrutement. Quand on entend Sissoko qui dit ah oui, c'est un grand club Newcastle, je rêvais d'aller à Newcastle. Non mais sérieusement, mais c'est vrai que ils ont fait un peu n'importe quoi. Après on s'étonne que l'équipe de France soit pas bonne, mais quand vous avez des joueurs qui disent des choses comme ça, mais où est-ce que vous voulez qu'on aille? On va calmer Julien Ricotta, il est parti. Non mais c'est vrai. Le niveau scolaire des mais c'est une équipe qui est capable de tout, du meilleur comme du pire. Ils ont fait de très bons matchs en Europa League, notamment le quart de finale contre le Benfica qui a été indécis jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est une irrégularité incroyable, mais quoi de plus normal quand on achète 10 joueurs au mercato, dont 8 français piochés un peu n'importe où. Donc c'est vrai qu'ils ont fait n'importe quoi. Ouais, c'est plus la méthode que les joueurs achetés, je pense, parce que c'est pas des foudres de guerre tout ce qu'ils en sont, mais ça mérite peut-être pas de descendre comme ça, voilà. Ouais. C'est plus effectivement faire un branle-bas de combat au mois de janvier, ça n'a jamais marché, ça marchera sûrement jamais. Ils auraient eu tort de pas essayer, mais c'est pas anormal que ça ne marche pas dès la première année. Ouais, ça peut être un coup pour les années après s'ils se sauvent cette année, c'est à voir. Et donc on parlait de Gareth Bale en Espagne l'année prochaine, le championnat espagnol pareil, c'est joué Barcelone premier, Madrid deuxième et Madrid, le Real deuxième et l'Atlético troisième, ça va sûrement pas bouger. Non, ça bougera plus. Mais après, pareil pour la 4ème place qualificative pour la Ligue des Champions. Plus non plus, je pense. Oh, attention, la parce que Sociedad a perdu, mais une contre-perf, donc ouais, mais au classement, ça donne Sociedad 58 et 2 points derrière, Valence 56. Ouais. Malaga, c'est un peu fini, 53, c'est 5 points derrière. De toute façon, Malaga, Ligue des Champions, c'est pas trop de questions à se poser. Des problèmes financiers. Donc entre Valence et la Sociedad, c'est fini pour le Betis aussi, qui a lutté à un moment. Le Betis qui a payé son calendrier difficile puisqu'ils ont enchaîné des matchs à Bernabeu et au Camp Nou. 7ème le Betis. Et le Betis qui va maintenant essayer de garder sa 7ème place parce que ça revient derrière. Ça revient avec Retafe et que la 7ème place du coup est qualificative pour l'Europa League du fait des malheurs de Malaga. Ça revient avec Retafe, Séville ou Vallecano derrière qui sont à. Retafe est à 2 points, Séville à 3 et à Vallecano pareil. Et pour revenir à la 4ème place. C'est des sous, ce sont des sous pour Valence. C'est vrai que c'est des sous, mais franchement sur la forme affichée ces dernières semaines, la Real Sociedad est quand même entraîné par un Français très bien. Un Montagnier. Avec Griezmann aussi français. Et on finit juste pour le fun parce qu'on a fait tous les championnats, donc faut bien finir par l'Allemagne, messieurs. Ah non. Ouais, pareil, t'es pas loin. Portugal. Donc il y a eu Bayern Dortmund qui a fait un but partout avec les équipes B des deux côtés. Ouais, puis un penalty raté pour Lewandowski. Un penalty arrêté par Neuer. Manqué tout de même. Non, arrêté. Ok. Donc tu rates ton bonbon, Ricotta. Tu as bien me parlé. Ces deux places là c'est fait, même la 3ème place c'est fait, on en a pas beaucoup parlé, mais Leverkusen. Non, c'est la 3ème, c'est Leverkusen 59 points. Schalke c'est 4ème 52 points. Donc Schalke Schalke c'est plus loin, décidément t'es très très bon.
C'était très, très Toi, bon, par Jérémy, contre, t'as ce pas soir. bossé, ça. Non, Toi, parce que ta fiche de droit de la presse sous le micro. Et je voyais Julien ouvrir les yeux quand on a rigolé sur le championnat du Portugal. C'est vrai qu'il y a des choses à dire aussi. Ça que tu... Ouais, c'est incroyable. Le champion, M'étonne, il va se décider là. Je crois que c'est Sur les samedi. dernières journées, c'est il y Benfica a- ou Porto. Ouais, ils Benfica se rencontrent qui est les deux. Mm. Et pour l'instant, aucun des deux n'a perdu en championnat. Ouais. Mais il y a combien de C'est- points d'avance pour Benfica? C'est 2 points. 2 points À d'avance. 2 points et ça se joue à Porto. Ça se joue à Porto ce week-end. Porto, Donc ouais. on suivra ça. Et ça joue, hein. Ça joue les deux. Hein. On va clore je vais dire ce grand plateau. Non, ce décrassage. Plus que discipliné. Le blasphème. C'est Le ça. blasphème. Ah, il avait notamment brillé en se vampirise trompant les l'émission. Là, c'est que c'était tellement débridé que j'avais l'impression que c'était le grand plateau, c'est pour ça. Donc, messieurs, je vous souhaite, Ah, mais on peut parler un peu de l'Allemagne là, non, rapidement sur ce match Dortmund-Bayern. Ah, tu veux qu'on revienne un petit Parce qu'on peu? avait- Ouais, mais rapidement. C'est vrai qu'on avait parlé du remake Tu reviendras pas la semaine de prochaine. la toi, Ligue des bordel. Champions. Non, ouais. Clairement, les deux équipes ont fait tourner et Ouais, comme, ouais. comme on s'y Mais attendait. on a vu qu'il y avait il y avait du banc des deux côtés quand même. Ouais, C'est il y a pas du dégueulasse. banc, mais hein. comme on s'y attendait, ce match-là n'aura absolument rien à voir avec le match du 25 mai. Non, puis c'est bien, le Il y a Bayern aucun perd pas, du coup, enseignement, à voilà, tirer, aucun et puis aucune des enseignement. deux équipes ne perd, c'est vrai. Donc voilà, on va clore sur cette sainte parole de Jérémy, l'une des plus sérieuses de la soirée. Voilà. Ce nouveau décrassage, je vous remercie, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, messieurs. Mais nous aussi, Luc Bar. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Salut à tous. Salut à tous. Bonne semaine, prenez soin de vous. Bonsoir François.